Bonjour à toutes, je suis Critique Masqué et bienvenue dans cette 6ème rétro-critique consacrée à la saga Fast and Furious. Donc aujourd'hui, attachez vos ceintures parce qu'on va parler de Furious 6. Après avoir réuni tous les membres de Fast and Furious pour un super braquage dans Fast and Furious 5, dans Fast 5 d'ailleurs, j'étais plutôt impatient de savoir comment ils allaient réussir à continuer cette aventure dans le 6. Et alors, est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Je vais vous le dire, je vais un peu préserver le suspense. Mais alors en tout cas, l'histoire de Fast 6, c'est quoi? De Furious 6. C'est l'histoire de tous les membres du gang de Fast and Furious qui sont à la cool. Donc Paul Walker, il a eu son bébé, il vit en Espagne avec Vin Diesel, ils font des courses pour aller à la maternité. Tout va bien, Vin Diesel il est maintenant avec Elsa Pataki, la caméra montre tout ce qu'elle peut montrer en PG-13 d'Elsa Pataki, elle fait... Tu peux pas montrer plus, hein, là c'est le maximum, ça, après tu changes de rating aux États-Unis. Donc bref, la vie est belle, ils sont tous dans différents coins du monde, ils sont tous multimillionnaires, et The Rock va les contacter, parce que The Rock il est face à un nouveau gang qui ressemble beaucoup au gang de Dominic Toretto. Voilà, donc c'est très logique, quand t'es un flic, t'as affaire à un groupe de criminels, et bah tu vas engager un autre groupe de criminels qui leur ressemble pour réussir à arrêter le premier groupe de criminels. C'est un peu comme le silence des agneaux en fait, où elle va voir Hannibal Lecter pour pouvoir arrêter un psychopathe. Tu vois, c'est le même principe, mais adapté avec du Fast and Furious. C'est pas mal. Donc The Rock, suite à un super interrogatoire vraiment subtil, le mec va faire ça tout le film, vous allez voir, tout le film, à chaque fois qu'ils vont interroger quelqu'un, la seule solution qu'ils vont trouver, c'est soit de lui casser la gueule, soit de lui serrer la main super fort, soit de lui défoncer le nez, enfin, les mecs n'ont aucune subtilité. Après on est dans Fast and Furious, à quoi tu t'attends, Critique Masqué? Oui, mais de temps en temps, je m'attends à un petit stratagème, un petit peu d'intimidation, autre que juste, j'ai des gros bras, j'ai des gros muscles, je te serre fort, je te tape dessus, pour te faire lâcher des infos. Et là ça va être ça, mais tout le long. Donc bref, The Rock, après avoir interrogé un membre du gang de Shaw, ça va être le méchant, il va s'appeler Shaw, je crois, je peux me gourer sur les noms, vous savez, je suis nul là-dessus. Il décide de faire une filature grâce au mec qui relâche pour réussir à intercepter Shaw. Mais Shaw, il est plus fort que tout le monde. Déjà, il a une voiture qui permet de faire sauter les autres voitures quand il passe en dessous. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Et donc là, on débarque dans une espèce de scène d'action où en fait Shaw, il avait tout prévu, il tue plein de flics, il se bat en bagnole, il a tout un gang, et en fait, pendant que le groupe de Vin Diesel était occupé à pister Shaw, et ben en fait Shaw il était en train de cambrioler Interpol, rien que ça, à Londres. Et là on a une course-poursuite urbaine qui est vraiment de folie, avec The Rock qui a un moment qui fait un truc de ouf, qui saute carrément d'une voiture sur un pont, sur une autre bagnole, enfin c'est vraiment là, mais on est encore plus dans la démesure que le 5, donc là je suis vraiment content, j'étais à donf. Les méchants utilisent une arme totalement improbable, ça m'a fait marrer parce que ça ressemble aux deux, tu te demandes pourquoi ils se font chier à utiliser ça. Une arme qui va se coller aux voitures et désactiver des parties de la voiture pour réussir à provoquer un accident. Mais t'as envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi juste vous utilisez pas un putain de lance-grenade? Qu'est-ce que vous en avez à foutre de provoquer des accidents? Juste faites-les sauter, enfin vous êtes des gros bâtards qui tuez tout le monde de toute manière. Bon bah bref, en tout cas Paul Walker il arrive à être plutôt classe et à réussir à désactiver son truc. Mais ils perdent un peu Shaw arrive à s'échapper. Et surtout, il y a Michelle Rodriguez qui donc n'était pas morte, qui tire sur Vin Diesel à la fin de cette course-poursuite parce qu'en fait on découvre qu'elle bosse pour Shaw. Et là, on est dans le suspense le plus complet. On se demande vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce dawa? J'aimerais bien savoir d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas acheté les kits main libres là. Ils sont toujours avec leur Toki là. Ça fait 6 épisodes que vous faites des courses avec votre putain de Toki. Ça va pas être pratique. Pour changer les vitesses et conduire en même temps, t'as pas ton Toki. Achetez-vous des kits main libres, comme les méchants ils ont des kits main libres, et bah ils réussissent, ils gagnent cette course. Bon, je vais pas me répéter, Justin Lin filme très bien les scènes de voiture, elle est extrêmement bien foutue, il se passe plein de choses, et t'en prends plein la gueule. Par contre, les fusillades, c'est pas ça, hein. C'est-à-dire que les gens tirent beaucoup, mais touchent très peu leur cible, et moi j'aime pas trop dans une fusillade quand les tirs sont totalement stériles, et là malheureusement Justin Lin, je dois avouer qu'il est pas très bon avec ça, il fait des fusillades très stériles, où personne n'est touché. Le seul moment où c'est touché, c'est Vin Diesel, qui ce coup-ci, encore plus fort que dans le précédent, enfin dans le 4, où il était déjà bien badass, il va s'enlever la balle lui-même. Et ouais, parce que Vin Diesel, c'est tellement dur à cuire qu'il n'a même plus besoin de personne pour s'auto-opérer. Le mec a un brevet de chirurgien de la rue, où il s'enlève ses bastos, tranquillou, tout seul, en jouant, en écrivant des textos avec l'autre main. Oh, tiens. Donc suite à ça, l'équipe de Vin Diesel découvre qu'ils ont en fait affaire à leur alter ego maléfique. C'est une idée qui me fait bien marrer, l'idée d'avoir pris un gang similaire avec presque les mêmes personnages qui sont miroirs, et ils le disent clairement dans le film, ils en font des blagues, genre lui c'est The Rock, lui c'est le black qui fait des blagues de service. Enfin, voilà, donc c'est une idée marrante. Ça permet aussi de justifier plus ou moins pourquoi le groupe de Dominic Toretto serait contacté par la DSS, je sais toujours pas le nom de cette organisation américaine pour laquelle The Rock bosse. The Rock, j'ai oublié de préciser, il a une espèce de collègue avec qui il travaille, qui est plutôt cool aussi, qui est plutôt badass. Ils sont tous badass en fait dans ce film.
Donc maintenant qu'ils savent à quel groupe ils ont affaire, ils vont se mettre tous à enquêter de leur côté, surtout à propos des voitures, parce que c'est grâce à ça, enfin c'est pour ça qu'on a recruté le groupe de Dominique Dorretto, c'est parce qu'ils utilisent des voitures et donc ils s'y connaissent vachement bien. Donc ils vont se séparer et là on va avoir le droit à une nouvelle séquence d'intimidation où encore une fois Gal Gadot, pour une fois elle devient badass, Gal Gadot, c'est cool parce qu'elle est plus juste là pour dragouiller, donc elle met la pression, elle tord des doigts, tout ça, elle arrive à faire un tir enfin où elle touche quelqu'un, ça fait plaisir parce qu'évidemment ils se font tous attaquer au même moment. Et alors là, on a une scène de baston, mais qui est tellement cool, avec l'équivalent de Han, parce que c'est genre l'asiatique du groupe, enfin ils font la blague, hein, qui fait du kung-fu et qui marave Roman et Han, mais genre, mais c'est même pas drôle tellement il leur met la misère. Donc, enfin, si, souvent, c'est super drôle. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça super gaulerie. En parallèle, t'as Michelle Rodriguez qui se frite avec la collègue de The Rock. Alors c'est vraiment des bastons bien péchus dans le métro, ça se casse la gueule, ça se fait vraiment mal, bien filmé. Bien chorégraphié là-dessus, Justin Lin, il a la maîtrise, donc le mec maîtrise bien les voitures et il maîtrise bien les combats. Mais les fusillades, c'est pas trop ça quand même, faut l'avouer. En parallèle, The Rock, il est allé avec Taj récupérer des belles voitures. Donc Taj, vu qu'il est multimillionnaire, il les a tout simplement achetées. Mais pour bien humilier le vendeur qui les a un peu pris de haut au début de la scène, ils vont le foutre à poil et lui piquer sa montre. Genre, la séquence est totalement gratos. C'est vraiment en mode, tiens, t'as voulu faire ton coco, bon bah voilà, fous-toi à poil, vas-y. Gros bowling, bien à l'ancienne, donc The Rock et Tej font deux gros bâtards, quoi. Ils m'ont bien fait rire aussi. Suite à cette enquête rapide, ils découvrent que Braga, le putain de patron de cartel de Fast and Furious 4, est impliqué dans ce truc avec Shaw. Donc Paul Walker décide de se faire emprisonner exprès pour aller discuter à Braga en prison aux États-Unis. Et alors là, c'est quand même waouh, c'est complicados hein, l'histoire. Donc Paul Walker, il fait un truc pas mal, il repète le nez de son collègue parce que il aime bien. Donc c'est tout cool, j'aime bien quand ils sont capables de s'auto-référencer après 6 films. Donc voilà, donc Paul Walker il se retrouve en tôle et vu qu'il a pété le nez de son collègue Braga, il a entendu que Paul Walker était là, donc il va lui rendre une petite visite parce que dans la prison évidemment tout le monde peut se balader quand ils veulent. Braga, il a tellement rincé tout le monde qu'il est open bar, il est en carré VIP, il fait ce qu'il veut dans la tôle. Mais Paul Walker, il arrive à buter tout le monde, enfin pas buter, mais à maîtriser tout le monde en méga combat. Et Braga lui lâche une info hyper importante. Un, que Shaw aura toujours une longueur d'avance sur lui. Bon, ça valait le coup de faire tout le voyage, se foutre en tôle, tout ça juste pour cette info. Et qu'en fait, Michelle Rodriguez, donc Letty, elle était pas vraiment morte parce qu'en fait, il a tiré dans la voiture qui a explosé, elle s'est retrouvée, elle a perdu la mémoire. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'en fait, c'est totalement ridicule cette mort de Letty. J'ai même pas essayé de comprendre, c'est juste ça fait... c'est ok les gars, donc Letty n'a plus de mémoire, elle bosse pour Shaw parce qu'elle est... ouais, ok. Et la finalité de la chose, c'est que Paul Walker, il se barre, et en tout cas, il se sent coupable, parce qu'il considère que c'est de sa faute si Letty s'est retrouvée dans cette embrouille. Cette histoire avec Letty est un peu ridicule, j'avoue que, bon, ils l'ont mis pour remettre Michelle Rodriguez, et ça crée un conflit pour Vin Diesel, mais c'est quand même pas terrible, hein. Et en parallèle de tout ça, Vin Diesel, lui, il va faire une course de rue avec Letty, justement. Donc là, on retrouve l'esprit Fast and Furious, l'esprit meuf qui porte des strings, tuning, voiture qui balance de la blast en plein milieu de Londres. Et donc, ils vont faire une course 1 contre 1, qui me pose un peu problème, hein, on retombe dans les travers originales, qui est que la course, il n'y a personne qui peut la voir, parce qu'ils se baladent dans tout Londres, et c'est quoi, comment ils connaissent leur trajet avant? Je veux bien qu'on fasse des films et qu'on fasse tout et n'importe quoi, mais là vous faites une course de rue, il y a aucun, c'est pas balisé, comment vous savez qu'il faut tourner là? Comment vous savez où est la ligne d'arrivée? Quel est le bordel? Expliquez-moi. Et donc là c'est vraiment me prendre pour un crétinos sévère, surtout qu'en fait on se rend compte que tous les camps étaient présents et qu'en fait c'était une espèce de plan global, mais alors aussi bien du côté de Vin Diesel et de The Rock, qu'en fait du côté de Shaw, c'était... tout était prévu d'avance, donc ça fait beaucoup trop. Et là, malheureusement, le film, à partir de là, est déjà dans un espèce de ventre mou qui est pas hyper intéressant, et donc là, il va s'étendre, le ventre mou. Il va durer jusqu'à... en fait, on va découvrir plein de trucs. Donc, suite à un recroisage de données, on découvre que Shaw, il va voler un petit truc militaire en Espagne, donc The Rock, il y va, et dans la base en Espagne, il grille un des membres du gang de Shaw, donc il décide de transporter l'objet qui était dans la base ailleurs, mais en fait Paul Walker et Vin Diesel, Paul Walker, il sait que Braga il a toujours un coup d'avance, pas Braga, que Shaw a toujours un coup d'avance parce que Braga lui a dit en prison, donc il leur dit mais en fait c'est ça le piège, ils veulent qu'on transfère évidemment, et le convoi se fait attaquer, donc là c'est très bête, là tu te dis bon, déjà le plan, Vin Diesel et Paul Walker eux ils sont au courant mais ils préviennent pas The Rock, donc t'as l'impression qu'ils sont tous plus ou moins sur la même longueur d'onde, mais à la fois... Pourquoi ils font le transfert dans ce cas-là? Parce que c'est ce que Shaw attend, bon très bien. Deuxième chose, leur plan c'est quand même, enfin ce transfert est merdique, c'est genre t'as un convoi avec un truc qui transporte, et 2 petites voitures,
Enfin, je sais pas, quand le PSG il va en déplacement, ils ont plus de gens qui protègent leur bus, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment un convoi de merde pour un convoi militaire. Et en plus, est-ce que c'était prévu que le truc se passe comme ça? Parce que là, enfin, ils mettent des gardes en mode faites-vous buter, quoi. Shaw, il débarque, il bute des gens à coups de mitraillette, et genre les militaires, ils sont d'accord, genre oui, on va laisser nos soldats se faire troncher comme ça. Et surtout, dans ce putain de convoi, il y a un putain de tank que Shaw vole, et tout le monde est surpris, genre « Ouah, merde, il a un tank !» Mais les gars, c'est un putain de convoi militaire que vous savez exactement ce qu'il transporte. Soyez pas surpris quand le tank débarque. Enfin, je comprends pas cette séquence, elle est vachement cool en termes d'action, je vais en parler après, il y a plein de trucs géniaux, mais en termes de logique, je comprends rien, parce que est-ce que The Rock, il a parlé avec l'équipe de Vin Diesel avant que ce convoi ait lieu? Est-ce qu'ils se sont téléphonés à un moment pour prévenir? Parce que l'équipe de Vin Diesel, ils ont tout un plan avec des câbles pour bloquer le machin et tout, c'est genre, tu sens qu'ils ont eu le temps de préparer, mais ils sont pas du tout mis en relation avec The Rock, qui était déjà à la base militaire avant. Donc c'est un espèce de bordel en termes de logique, qui m'a un peu perturbé, mais en termes d'action, il n'y a pas à dire, c'est du phénoménal. Donc il y a ce putain de tank, ce coup-ci, il y a enfin des voitures sur la route, quoi. Ils sont pas sur une route vide, comme depuis 3 épisodes, et là, franchement, il y a le tank qui défonce tout, il y a Roman, tu sais pas pourquoi lui, il a le droit de pas être écrasé, parce que le tank, il roule sur toutes les voitures, elle passe direct en dessous, mais la sienne, elle se fait un peu pousser pendant longtemps, donc c'est plutôt cool, il saute sur la voiture de Paul Walker, c'est bien filmé, c'est hyper, il y a plein d'actions, et il y a surtout un moment où je me suis levé de mon siège, tellement j'ai trouvé ça ouf, et je me suis repassé la séquence tellement elle était malade mentale, c'est ce putain de saut de Vin Diesel pour attraper Letty, quoi. Ce saut est juste, mais bon, il est mais énorme, quoi. Cette séquence est tellement démesurée, tellement, mais waouh, le mec il saute et il l'attrape en l'air, il s'éclate sur un pare-brise, mais c'est magnifique, quoi. J'ai trop kiffé ma race. J'étais là genre, waouh, oh, putain, mais t'es tellement cool, Vin Diesel, oh là là. Non, franchement, là, c'était ouf. Donc, cette séquence a beau le sortir de nulle part et être totalement débile sur les avants, l'exécution est juste énorme, quoi. Enfin, là, ils sont allés tellement loin avec ce putain de tank, et c'est vrai que quand le tank débarque du truc, tu fais genre, waouh, et t'es comme Roman qui fait, they have a tank, oh putain. Donc, voilà, donc, j'excuse évidemment la connerie des incompréhensions pour cette séquence d'action qui m'en a mis plein la gueule, quoi. Suite à ça, Shaw se retrouve en prison, mais on découvre qu'il a envoyé une équipe capturer Mia, la sœur de Vin Diesel et donc la femme de Paul Walker avec son fils. Alors malgré le fait qu'il y avait Elsa Pataky, tu sais pas pourquoi, Mia elle file son fils à Elsa Pataky, elle fait genre « Pars, je vais rester... » Mais non, en fait, fais l'inverse. Toi tu te barres avec ton fils, et Elsa Pataky qui est armée, qui est flic et qui sait se défendre, elle reste. Mais c'est bizarre de faire ça comme ça. Donc c'est un peu mal foutu cette histoire. Bon, grosso merdo, on découvre que Shaw, il peut foutre la pression, et The Rock, il outrepasse son espèce de commandement qui lui dit qu'on va pas sacrifier les armes militaires pour une personne, et il braque le truc sur son militaire, et finalement, ils finissent par libérer Shaw, et on découvre, gros twist, et là, je vous avoue que je me suis fait mais bien sodomiser, vénère, parce que je l'avais jamais vu venir, j'y avais jamais pensé une seule seconde, on découvre que la collègue de The Rock, elle bosse pour Shaw depuis le début, ce qui explique pourquoi il a toujours une putain de longueur d'avance, et c'est pour ça que Braga, il avait dit ça dans la prison, mais tout fait sens, Fast and Furious était en train de me mindfuck sévère. Donc Shaw, il est en train de se barrer tranquillou, parce qu'il va prendre un avion, mais The Rock, il dit non, on va pas laisser faire ça, on coupe toutes les communications téléphoniques, tout ça, faut l'arrêter avant qu'il attrape l'avion. Bref, ils partent tous vers l'aéroport, et là on a cette fameuse, qui est connue parce que j'avais vu des blagues à l'époque sur internet, sur cette putain de course-poursuite, sur cette piste d'atterrissage, qui dure une plombe. Et c'est vrai, tu te dis que la piste d'atterrissage doit mesurer à peu près 35 km, parce que c'est totalement aberrant combien de temps ils roulent et ils font cette course-poursuite sur cette putain de piste d'atterrissage. Mais bon, bah passer ça, ça reste énorme, quoi. Enfin, il se passe tellement de trucs. Déjà, il y a un événement tragique. Il y a Gal Gadot qui crève, et ça, honnêtement, ça m'a mis un petit coup, même si je m'en doutais, parce qu'il y avait un moment où il fallait qu'elle crève, parce que Han, il avait pas terriblement l'air d'avoir une gonzesse dans Tokyo Drift, et puis vu qu'à chaque fois il nous répète qu'il va aller à Tokyo après, il le répète 25 fois sur les 3 derniers Fast and Furious, on se dit qu'elle va finir par canner, donc elle canne là, mais c'est énorme, ils accrochent des câbles partout, ils se poursuivent dans tous les sens, il y a des motos, il y a des avions, enfin c'est vraiment une espèce de course-poursuite gargantuesque, qui ne finit jamais, t'as l'impression que ça ne va jamais finir, que cette piste est interminable. Et alors, il y a dedans, une fois qu'ils sont dans l'avion, il y a Shaw, il y a The Rock qui se bat avec le gros Golgoth de l'autre équipe, et il y a surtout cette espèce de moment vraiment d'alliance ultime entre Vin Diesel et The Rock. Là, on a vraiment ces face-à-face où Shaw, il est avec son gros Golgoth et Vin Diesel est avec The Rock. À un moment, Vin Diesel, il balance un coup, j'appelais ça le coup du dauphin. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Il fait une espèce de plonger en avant comme ça, il donne une espèce de coup de boule plongée ridicule. Ça m'a tellement fait marrer. Je pense qu'il n'y a pas une blague vidéo sur internet où il fait ça avec un bruit de dauphin tellement c'est minable.
Donc voilà, il se passe plein de trucs vraiment drôles. Alors je vais regarder mes notes pour être sûr de rien oublier. Bah non, j'ai rien oublié, ça finit par Vin Diesel qui sort de l'avion en explosion avec sa voiture. Enfin, c'est un espèce de... C'est magnifique. Franchement, c'est grandiose. C'est une très très belle séquence d'action, il n'y a pas à dire. Là, dans le climax, ils font très très fort. Donc c'est du gros n'importe nawak, mais d'une jouissance, mais totale. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film au final? Eh ben écoutez, je dois avouer que j'ai moins bien aimé que le 5. Je trouvais que le concept se tenait beaucoup moins bien, ce côté un peu James Bond style, groupe de... Ils deviennent presque des espèces d'agents secrets. L'histoire est pas bien foutue, enfin voilà, on retombe dans les travers du 4 où vraiment là, c'est... Ils essaient de forcer les trucs pour que ça arrive, c'est des trucs un peu grotesques, et ça m'a pas plus dérangé que ça, mais à la fois, j'ai pas réussi à être toujours au taquet, quoi, et je trouve qu'il y a vraiment un ventre mou au milieu qui porte vraiment préjudice à ce film, alors que les scènes d'action sont énormes. Là, pour les scènes d'action, il n'y a rien à dire, c'est clairement le plus impressionnant de tous, c'est le plus jouissif, le plus intéressant, mais je trouve que le film reste un peu moins bien que le 5. Voilà, donc je vais lui donner la note de 3 masques sur 5, donc on est en dessous du 5, mais on est au-dessus du reste quand même, parce que voilà, ils vont tellement à donf dans leur délire que ça me fait plaisir, mais je trouve qu'au niveau de la logique scénaristique, ça commence vraiment à se relâcher, et c'est un peu préjudiciable. Alors, il y a d'autres trucs qui m'ont fait marrer, il y a le générique du début où il résume tous les Fast and Furious. Non les gars, franchement, vous n'avez pas le droit de faire ça, quoi. C'est bon, là, on les voit au fur et à mesure, pas besoin de faire un générique entier pour nous résumer ça, c'est horrible. Il y a des petits détails qui m'ont fait marrer, mais alors ça n'a rien à voir avec... Il y a une fille, à un moment, il y a un plan dans une fille qui regarde la course-poursuite dans un bus, et c'est un plan qui était déjà dans le 5. Et je me demande, il faudra que je re-regarde Tokyo Drift ou le 4, est-ce que cette petite fille qui regarde les courses-poursuites à travers une vitre de bus est là dans tous les Fast and Furious ou pas? Peut-être que c'est sur internet, je n'ai pas vérifié au moment de faire cette vidéo, mais en tout cas, si vous le savez, si vous êtes au courant, n'hésitez pas à me le transmettre dans les commentaires. Il y a le retour de la Corona, ça me fait plaisir de revoir de la Corona dans Fast and Furious, ça faisait longtemps. Et il y a surtout la fameuse scène post-générique où là-dessus, on découvre qu'en fait, Anne a été tuée par Jason Statham dans Tokyo Drift, donc il revisite un peu la fin de Tokyo Drift, on revoit les images, et en fait, Jason Statham était là, et il tège le crucifix de Toretto à Anne avant de l'enflammer et de le faire exploser. Donc j'imagine que Jason Statham est le frère de Shaw et qui va se venger dans Fast and Furious 7. Là j'avoue qu'ils m'ont ré-hypé pour la suite, mais ils sont super forts. Par contre, j'étais pas sûr que Vin Diesel, il avait la croix. Est-ce qu'il avait pas de la croix par hasard dans la fin de Tokyo Drift quand il va dire bonjour au personnage là? Je sais pas, c'est le genre de truc que tu devrais regarder avant de faire ta vidéo critique masquée. C'est pas très professionnel tout ça. Enfin, je vais peut-être faire une petite annotation. Ouais, je vais faire ça. Voilà, bon, en tout cas, c'est tout pour Fast and Furious 6. Fast Furious 6. Écoutez, c'était quand même pas mal du tout. Hein. Franchement, elle est un peu plus longue que d'habitude. Je me suis un peu lâché. C'est celui qui m'a fait le plus rire parce qu'il est à la fois très très con et extrêmement spectaculaire. Donc c'est vraiment, il est très très bon. Il est très très bon, 3 masques, ça vaut le coup. Bref, écoutez, c'est tout pour cette critique. On se retrouve pour la dernière rétro-critique pour Fast and Furious 7, qui s'appelle aussi Furious 7. Ils veulent plus mettre des Fast, avant de se retrouver pour Fast 8, qui en anglais s'appelle F8, qui veut dire Fate, le destin, qui sortira au cinéma dans 10 jours. Voilà, donc d'ici là, bonne toile.